Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du deuxième long métrage de Wes Anderson, le tout dernier qu'il me restait à découvrir, en attendant bien sûr la sortie très prochaine de son Asteroid City. Il va être question de Rushmore, sorti en 1998, peu après Bottle Rocket que j'ai évoqué il y a quelques semaines sur la chaîne, et il s'agit d'ailleurs également d'une œuvre co-scénarisé par son pote Owen Wilson, qui cependant ne joue pas, si ce n'est le temps d'un caméo photographique d'un personnage qui n'est plus là, mais qui a eu une importance dans l'intrigue. Par contre, au casting, dans le rôle principal, pour la première fois au cinéma, nous avons le jeune Jason Schwartzman, qui devait avoir 18 ans à l'époque, le neveu de Francis Ford Coppola, et c'est amusant parce que le chef-d'œuvre de ce maestro est plus ou moins référencé vers la fin. Schwartzman qui deviendra un des acteurs fétiches de Wes Anderson par la suite, mais peut-être pas autant que celui qui l'accompagne ici pour la première fois avec le réalisateur Bill Murray. Je crois qu'il sera dans tous ses films après. Également présente ici dans le rôle féminin principal Olivia Williams. Nous avons Seymour Cassel et Brian Cox, le plus jeune Mason Gamble qui avait plus ou moins débuté dans Gattaca. Présence assez rapide de Luke Wilson et de Andrew Wilson, les frangins d'Owen. Bon, dans des rôles moindres que dans Bottle Rocket. Également, apparition de Connie Nielsen, qu'on avait vu, je crois, à peu près en même temps, hein, dans L'Associé du Diable, mais qui sera encore plus rendu célèbre pour sa prestation dans Gladiator 2 ans après. Synopsis rapide, on va suivre en fait les aventures très humaines, émotions, amitié, famille et amour, d'un jeune étudiant assez fantasque nommé Max Fisher, qui a intégré une école privée, donc celle de Rushmore, d'où le titre, même si ça référence aussi peut-être indirectement en filigrane le monument américain. Un endroit où il n'y a que des gosses de riches, sauf lui, parce qu'il a obtenu une bourse, mais c'est le fils d'un coiffeur modeste, et sa mère n'est plus là. Donc il a peut-être du mal à s'intégrer, mais c'est surtout qu'il n'est pas très bon dans les matières qui sont enseignées. Cependant, il a, on va dire, un talent particulier, c'est d'être excellent dans des activités périscolaires autour. Il ouvre beaucoup de clubs, dont forcément celui de théâtre, qui va être très important, y compris dans la mise en forme du film. Et un beau jour, il va rencontrer un industriel dépressif qui vient faire un discours parce qu'il a ses enfants dans cette école, qu'il ne supporte pas d'ailleurs. Les enfants, l'école, je sais pas trop, joué par Bill Murray, qui s'appelle Herman Bloom, et il va se lier d'amitié avec cet homme, qui est quand même bien plus âgé que lui, il a la cinquantaine, et juste après, il va rencontrer une institutrice qui travaille à Rushmore, dont il va tomber amoureux, mais là aussi, différence d'âge. Donc vous l'avez compris, c'est un film qui va traiter à la fois de l'amour et de l'amitié, au-delà peut-être des barrières générationnelles, vite fait, Et ça va créer quelques soucis, potentiellement un triangle amoureux aussi, et en filigrane, discours sur la famille, et sur l'errance, on va dire, d'une vie qu'on n'a plus envie de vivre telle qu'elle est. Ça, c'est surtout pour les personnages de Bill Murray et d'Olivia Williams, quoique, par extension aussi, celui du jeune héros, qui est quand même un petit peu perdu dans cet univers. Et après, Wes Anderson nous déroule justement son univers, peut-être pour la première fois à l'écran, parce que Bottle Rocket, certes, il y avait déjà des pistes de ce que sera son cinéma, mais avec Rushmore, on a la patte et l'identité andersonienne vraiment à fond, et y compris dans le rythme et la façon aussi dont le film est mis en musique. J'en dis pas plus pour l'instant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce métrage. Wes Anderson, c'est un réalisateur qui me fascine, mais je n'ai pas forcément tout apprécié ultimement de lui. Je n'ai rien détesté de lui d'ailleurs, mais j'ai eu plus de mal, bizarrement, avec La Famille Tenenbaum qui arrivera après, ou encore Moonrise Kingdom, mais je les reverrai, parce que peut-être que là, deuxième visionnage sera très très pertinent. Mais là, directement d'emblée, j'ai accroché à l'histoire, parce qu'il y a une forme d'impertinence par moment, dans le fait de traiter des thématiques qui peuvent très vite basculer vers le malaisant, si vous voulez, avec ces différences d'âge là, notamment ce jeune homme qui vient quand même s'intéresser de près à une institutrice et forcé, il tente, quoi. Mais il y a cette limite qui se fait parce que le décalage est là,
également, avec la touche de sa mise en scène et de sa narration. Alors c'est peut-être pas aussi ultimement décalé que d'autres films qu'il fera par la suite, mais quand même, par bribes, on est vraiment ici dans une réalité qui n'est pas ultimement la réalité. Vous voyez, c'est ça hein, l'univers Wes Anderson aussi. Il y a des faits qui sont très tangibles, qu'on pourrait vivre au jour le jour, mais à côté des digressions ou une atmosphère particulière qui fait qu'on est dans son cinéma très théâtral, parce que Wes Anderson vient du théâtre, et ici, il se donne à fond dans cet art-là, parce que, quelque part, il se projette dans son personnage principal, qui est metteur en scène de théâtre dans son école. Et ça lui permet, Anderson, de jouer là-dessus. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un rideau rouge, hein, comme ça, et on défile mois par mois, à chaque fois, avec ce rideau qui s'ouvre ou qui se ferme. Donc, on a plusieurs actes ici. Je me demande s'il n'y a pas 5 actes, d'ailleurs, comme une forme de tragédie grecque, même si on est beaucoup plus dans la légèreté. Quoique, quand même, à certains moments, hein, c'est difficile ce qui se passe. Et après, voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le déroulé des émotions, mais on va passer des moments forts, positifs, à des moments tristes. Une rivalité, forcément, entre les deux amis, là. Enfin, amis, est-ce que l'amitié entre les deux est possible? Comme d'ailleurs, l'amour est possible ou non entre, d'un côté, le jeune et l'institutrice, et après l'institutrice et l'industriel plus âgé. Vous voyez, vraiment, ça joue sur les différents âges, et c'est assez acerbe, quelque part, de maintenir cet équilibre difficile sans verser dans le graveleux. Et Anderson, il y réussit de façon extraordinaire, d'autant plus que parfois il y a des discours assez, on va dire, osés, hein, sur des moments potentiellement sexuels qu'on ne voit pas, mais qui sont évoqués, y compris dans la bouche du plus jeune, là, parce que oui, Max, il a son jeune protégé aussi, enfin, c'est ça. C'est l'histoire aussi d'une famille recomposée, ce Rocheport, avec des gens qui ont perdu soit le goût de la vie pour l'industriel, soit un membre de leur famille, que ce soit pour le jeune étudiant Max qui a plus sa mère et l'institutrice qui n'a plus son mari. Et quelque part, à travers ces histoires d'amour, d'amitié, on ne sait pas trop, un lien va les unir indirectement. Et vous avez le petit jeune à côté, là, j'adore le bagou là, du protégé de Max, qui n'hésite pas, d'ailleurs qui est très bon quand il joue dans les pièces de théâtre là, de son mentor. C'est un film très riche, forcément, après un premier visionnage comme ça, c'est très pêle-mêle, parce que c'est ça aussi le cinéma de Wes Anderson, il y a plein de petits détails comme ça, ça fourmille, et hop, comme ça, c'est très humain. Et moi je ressors de là submergé par une belle vague cinématographique et aussi feel good, j'ai envie de dire, même si ça peut faire réfléchir sur certains points, sur d'où on vient, comment on s'est construit, comment on trouve sa place ou pas dans la société. Alors, ici américaine, mais il n'y a pas forcément un discours sociétal ultime sur les États-Unis, si ce n'est avec ses écoles privées, etc. Puis à un moment, il va devoir partir dans une école plus publique qui représentait dans sa perception des choses comme une prison. C'est vrai qu'on est du point de vue de Max de A à Z dans le film, et c'est vrai qu'on a sa vision du monde aussi. C'est pour ça qu'on a la réalité, mais parfois on fantasme des choses avec lui. Dès le début d'ailleurs, où il se rêve extraordinaire, en train de résoudre une équation et tout, sauf qu'il est nul en maths en vrai. C'est génial ça. Et d'ailleurs son univers, il le met en place ensuite avec ses pièces de théâtre, où il adapte des œuvres existantes, notamment Serpico. Pourquoi pas, très gangster d'ailleurs. Ça annonce la guerre qu'il va y avoir entre lui et le personnage de Bill Murray à un moment, c'est très vite fait avec la musique des Who en fond. Je vais revenir sur la musique. Et voilà, donc on ne sait pas trop ce qu'il voit vraiment, et à certains moments, après tout ce qui nous est présenté comme la réalité sur certaines scènes, à part cette intro, on peut se poser la question de s'il y a des choses qui se sont vraiment passées ou pas, notamment le succès qu'il a sur ses pièces de théâtre par moment, etc. etc. Sa vision plus renfermée façon prison de l'école qu'il intègre après parce qu'il a un souci dans son école privée. Ouais, c'est intéressant ça, parce que je pense qu'à la relecture, on voit des détails où on se dit, tiens, ah oui, non, là c'est exagéré. Wes Anderson, il exagère le trait parce que du point de vue de son héros, c'est exagéré, et ça c'est bien. Et bien sûr, je dois finir, alors au-delà de l'aspect esthétique, purement andersonien, donc assez théâtral sur le moment, avec pas mal de plans fixes et aussi des chants contre chants, il y a des tableaux qui se forment aussi à chaque séquence, qui sont pas forcément en mouvement justement, mais fixes. Il y a aussi l'aspect pictural, comme on le verra encore plus après. Hein. Attention, là sur la photographie, c'est pas ultime, mais il y a quand même déjà cet aspect-là. Mais c'est surtout après la BO. Alors la BO en tant que telle, oui, mais surtout l'utilisation de musique un peu rebelle, parce que
Max, c'est un personnage rebelle aussi, même s'il est assez old school dans sa façon d'être, il y a aussi ce côté rebelle, un peu entre les deux. Il y a donc cette British Invasion musicale qui apparaît des années 60, donc ces groupes british qui sont venus beaucoup plaire aux jeunes américains. Donc les Rouges, les Lee, les Kinks, Rolling Stones, il y a même du Cat Stevens, alors je pense que c'est un peu à part, mais qui intervient 2 fois, et très à part, mais il y a quand même cette scène-là avec une chanson de Yves Montand, Rue Saint-Vincent. Donc, comme d'habitude avec Wes Anderson, il y a souvent des chansons françaises dans les morceaux, dans le cinéma de Wes Anderson. Et je vais finir sur un dernier truc, j'ai failli oublier, je m'en serais voulu. Il y a une référence à Jacques-Yves Cousteau. Alors, il y avait déjà ça en photo dans le premier film, mais là, un peu plus. Et donc déjà, on voit qu'il avait en tête, et c'était le cas, ce merveilleux film qui est La vie aquatique, dont je parlerai un jour parce que c'est un de mes préférés de Wes Anderson. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Rushmore qui est très riche, qui est très fourmillant et qui est passionnant et qui est très 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 bien à voir. Voilà, je vous le conseille, très bonnes actrices, acteurs aussi bien sûr. On en discute et je vous dis à la prochaine, ciao.